Alors, on va parler justement avec celui qui est un des acteurs de ce développement, de ce modèle israélien pour le territoire africain, Roni Sarfati. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes ingénieur spécialisé dans le traitement de l'eau et vous allez nous expliquer comment on a eu l'idée finalement de transposer ce modèle israélien au village africain. Comment on s'est dit, est-ce que ça va marcher, ça peut marcher? Alors, d'abord, il faut savoir comment a été créé Israël. Israël est un pays en zone aride qui avait des besoins d'autonomie. C'était la priorité des Israéliens dès le début du pays, il y a 70 ans et même avant, dès la forte immigration des Juifs en terre ici. Et donc, ce besoin d'être autonome, totalement autonome, de pouvoir vivre de manière agricole autonome et aussi de pouvoir aider ensuite d'autres, c'est exactement ce que veut faire chaque pays du monde finalement, et notamment l'Afrique, qui a un potentiel énorme, qui a des régions qui sont potentiellement très riches au niveau agricole et qui veulent se développer. Et donc on a pris le modèle du Moshav ou du kibbutz israélien et on l'a adapté. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'il est bien adapté. Et l'exemple qui a été ça fonctionne pas exactement pareil, c'est ça que vous nous dites, c'est adapté. Ouais. On adapte pour qu'il soit le plus efficace possible sur place. Chaque population a sa culture, a son mode de vie, a ses besoins qui sont spécifiques, et donc il faut adapter le modèle aux besoins spécifiques. Si on parle par exemple du projet de Kimina, le projet en Angola. Pourquoi est-ce que l'Angola a été le premier? Il y a un hasard ou il y a une raison au fait que l'Angola ait été le premier à s'intéresser à ce modèle-là? Alors, beaucoup d'autres pays, notamment d'Afrique, se sont intéressés tôt. Maintenant, l'Angola, pour des raisons politiques, a choisi. Moi, je ne suis pas une personne politique, donc pourquoi l'Angola plutôt qu'un autre? Ça, c'est des questions géostratégiques qui me dépassent. Mais en tout cas, au moment où c'était une volonté très forte du président lui-même d'Angola, qui a dit « je veux » donc il a demandé le projet de Kimina, il a dit je veux, il avait décidé de l'endroit, à part l'endroit il a dit faites quelque chose d'agricole qui marche et qui soit un exemple pour tout le pays et même qui puisse être au-delà de toute la région de l'Afrique du Sud-Est. Et donc ce qui a été fait, c'était vraiment un projet où on a créé un moshav, donc un village de 300 familles avec des fermes. Ils ont chacun un petit territoire individuel et surtout, pour pouvoir avoir une motivation, et surtout évidemment des grands territoires collectifs. Et là, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on ne fait pas simplement de l'agriculture celle qu'on imagine parce qu'on a envie, ou celle même auquel le président et les populations locales pensaient au départ. Il y a une étude approfondie qui a été faite pour savoir qu'est-ce qui était le plus utile. Un exemple, on s'est aperçu que les œufs étaient importés. Les œufs étaient importés et il y avait un grand besoin. La capitale Luanda n'est pas si loin, il y a à peu près à 70 km. Et donc, il y avait un besoin d'œufs. Donc, on s'est dit, on va créer des grands poulaillers. Il y a eu des grands poulaillers qui ont été créés avec... mais ça, c'était suite à une étude approfondie. Et un autre aspect aussi, et puis beaucoup de choses, pas seulement des poulaillers, il y a aussi évidemment les poules, elles ont besoin d'alimentation spéciale. Il y a vraiment dans tous les domaines de l'agriculture, il y a ce qui est propre aux besoins sur place. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au-delà de ça, l'objectif, c'est que les agriculteurs soient autonomes. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils aient les moyens techniques, les moyens en connaissances, mais aussi les moyens en gestion, les moyens en marketing, parce que produire mais ne pas savoir les vendre sur le marché, ça sert pas à grand chose. Et donc tout ça, il y a eu un centre de formation qui a été créé dans le Moshav, un centre de formation à la pointe, où les Israéliens sont venus pour former, un centre aussi où il y a des moyens techniques, et les moyens techniques ne sont pas seulement pour le Moshav, ce que j'appelle le Moshav évidemment, qui est un mot israélien, pas seulement pour ce village. Les moyens techniques sont aussi pour tous les agriculteurs de la région qui peuvent venir à 200, à 500, à 800 km et qui viennent se former et qui viennent aussi parfois utiliser les moyens, qu'ils les louent. Ils louent les moyens, ils louent des tracteurs parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir un tracteur toute l'année. Et donc, tout ça, ça permet vraiment d'avoir un village qui devient totalement autonome. Ce village de Kimina,
a été construit, la construction a fini, maintenant il est en fonctionnement déjà depuis quelques années, et donc il y a encore un accompagnement des Israéliens pour s'assurer que cette exploitation... Que vous suivez aujourd'hui, vous, ce qui se passe là-bas, notamment pour ce qui est de l'eau, parce que évidemment, on va dire le moteur de tout ça, c'est d'avoir de l'eau. Vous allez dans des endroits où peut-être il n'y avait rien au départ et vous réussissez à amener de l'eau. Absolument. Alors l'eau, c'est un des moteurs, bien sûr, c'est ma spécialité, l'eau, mais c'est pas le seul. Sans eau, on n'a rien, mais sans route, on n'a rien, sans électricité, on n'a rien. Donc c'est pas seulement l'eau. Mais si on prend le cas, par exemple, particulier de l'eau, le village avait été choisi à cet endroit-là. C'est un endroit où il y avait donc rien, je rappelle. Il y avait absolument rien. C'était un terrain vague parce que c'était pas très loin de l'eau. Il y a une étude au départ qui était faite sur l'eau, qui était pas très loin. On s'est aperçu qu'elle n'était pas de si bonne qualité et on a choisi d'aller chercher 10 km plus loin. Et effectivement, il y a l'eau qui est donc à peu près à une quinzaine de kilomètres au lieu que ce soit à 4-5 km. Et donc tout ça, ça a été adapté, ça a été étudié. Et c'est vrai que ces infrastructures d'eau, elles sont là, elles fonctionnent. Les bâtiments sont là, fonctionnent. Les routes sont là, fonctionnent, etc. Toute l'infrastructure. Il faut une volonté politique, au départ évidemment du gouvernement, bien avec sûr. De l'argent. Est-ce qu'à votre avis, ce modèle est transposable dans à peu près, on va dire, toutes les régions les plus arides d'Afrique, ou est-ce que c'est quand même très coûteux encore pour le modèle africain? Alors, c'est exportable n'importe où, effectivement. Les régions arides ou les régions pas arides, hein, vous savez que là où ça a été installé en Angola, c'est pas une région particulièrement aride. Au contraire, même c'est une région plutôt riche en pluie. Mais par contre, il y a d'autres régions, comme en Namibie ou comme dans le désert du Sahara, au Mali par exemple, ou au Niger, ou au Tchad, où évidemment il y a des régions beaucoup plus sèches. Mais si on prend l'exemple du Gabon ou du Congo, c'est des régions très très humides. Tout le monde en a besoin. Tout le monde peut faire ça. Bien sûr, c'est un coût important. Bien sûr, c'est un investissement sur du très long terme. Ça veut dire qu'il y a aussi un montage financier à faire. Et le montage financier, les Israéliens aussi savent faire ça. C'est-à-dire que on fait appel. Alors, bien sûr, il faut des garanties du gouvernement. S'il n'y a pas une garantie très forte du gouvernement, c'est-à-dire une volonté forte, effectivement, du sommet du pays à garantir cela, on ne pourra pas trouver des financements qui sont de la Banque mondiale, de banques privées aussi. C'est souvent des montages financiers assez complexes dont les Israéliens savent faire, ils sont spécialisés dedans. Et donc il y a plusieurs sociétés qui sont spécialisées là-dedans. On peut parler par exemple de la société Baran, qui est une société à la pointe aujourd'hui qui fait ça. La société Tahal qui a fait le projet de Kimina a fait ce projet-là, mais il y a beaucoup d'autres sociétés qui sont très fortes. Baran, j'en parle parce que c'est aujourd'hui le leader en engineering dans le domaine, dans les domaines de l'engineering privé en Israël et qui intervient beaucoup en Côte d'Ivoire, etc. dans beaucoup de pays. Est-ce qu'on peut dire que c'est un modèle d'avenir? Est-ce que ce projet-là va faire d'autres petits, à votre avis, en Afrique? Est-ce que c'est l'avenir pour l'Afrique? J'espère. C'est l'avenir, il n'y a aucun doute. C'est l'avenir, il n'y a aucun doute. Maintenant, c'est une volonté politique forte dont on a besoin. C'est ce qu'il y a eu en Angola. C'est pour ça qu'il y a eu ce projet qui a pu voir le jour. C'est un projet d'à peu près 200 millions de dollars. Okay, donc, c'est pas rien. Mais en même temps, c'est un projet qui est extrêmement rentable en termes ensuite... Et qui fait vivre des milliers de personnes aujourd'hui, puisque ça génère des emplois induits énormément. Absolument, ça génère des emplois, ça réduit la faim, ça peut même... apporter à l'exportation ensuite des produits agricoles vers l'extérieur. Donc il y a beaucoup de pays qui ont ces besoins. Je sais qu'il y a des potentiels énormes dans pas mal de pays. La Côte d'Ivoire, par exemple, c'est un pays qui veut fortement exporter son potentiel agricole. En fait, on parle surtout encore aujourd'hui de potentiel. Et ce potentiel peut devenir quelque chose de réel en développant ça de manière un peu partout. En tout cas, c'est assez passionnant comme sujet, ce que vous êtes venu nous raconter, parce que ce modèle du kibbutz qui était à l'origine vraiment quelque chose de très israélien, inspiré, on le sait, de l'histoire peut-être aussi de l'URSS, et ben tout cela se transpose aujourd'hui en Afrique. C'est assez fascinant de voir comment les modèles se perpétuent comme ça. Merci beaucoup Roni Sarfati. Je rappelle que vous êtes ingénieur, expert dans le traitement de l'eau. Merci d'être venu nous parler de ce projet donc dans le magazine Afrique. Merci à vous. Avec plaisir, au revoir.